Bonjour à tous. Aujourd'hui s'ouvre la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Tout au long de cette semaine, les acteurs du monde de l'emploi et du handicap se mobilisent et organisent dans le Grand Est quelques 114 événements. Comme chaque année, évidemment, le Centre de réadaptation de Mulhouse y participe. Cette année, nous avons décidé d'innover et d'ouvrir les portes de notre centre d'orientation et de formation professionnelle, le plus grand centre français de formation adaptée au handicap. Nous l'ouvrons à nos partenaires ce matin et au grand public cet après-midi. Après la conférence, que je vous promets haute en couleur, je vous mets la pression là déjà. Non, mais il y a des chaises déjà de couleur, donc ça va. C'est ça. Et qui marquera le début de cette journée, nous vous proposons des visites guidées de l'OFP et un forum sur lequel vous pourrez rencontrer à la fois les formateurs, les stagiaires, les administratifs. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. Réfléchissez donc aux questions. Cet après-midi, de 13h à 17h, nous ouvrons nos portes au grand public et c'est une première. Vous avez certainement vu en ville la campagne d'affichage. Les personnes qui y figurent sont des stagiaires du CRM. Nous avons souhaité mettre en place cette communication avec un triple objectif. Tout d'abord, sensibiliser le public sur le fait qu'après un accident ou une maladie, il est possible de rebondir et de se former à de nouveaux métiers. Ces personnes ont un handicap, mais cela ne se voit pas, comme dans 80% des cas. Trop souvent, la représentation du handicap est le fauteuil roulant. Sans oublier que nous pouvons tous y être confrontés un jour. Troisième objectif, ici à Mulhouse, nous avons le plus grand centre de formation adapté au handicap de France et nous voulons le faire savoir, y compris aux Mulhousiens qui parfois l'ignorent. Sans plus attendre, je cède la parole à Daniel Kunz, directeur adjoint et directeur de l'orientation et de la formation professionnelle, pour engager la conférence. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. À bientôt, merci. Bonjour à tous. Pour débuter cette matinée, nous accueillons une personne qui a un parcours étonnant, Ada Abdelli. Il est comédien, il est scénariste, il est co-créateur et co-auteur d'une série qui passe à la télé, que vous connaissez, qui s'appelle Vestiaire, sur France 2 depuis 2011. Il a également écrit un livre, Comme sur des roulettes, et Si mon handicap était ma plus grande force. Voilà pour son activité artistique. À côté de cela, il a une autre activité. Il a un emploi puisqu'il travaille comme comptable à mi-temps à la mairie de Marseille. Comptable, mi-temps, mairie de Marseille. Trois éléments, trois mots qui ne vont pas du tout ensemble. Alors, Ada va vous raconter son histoire. Son histoire commence à 1 an. À 1 an, il a la polio. À ce moment-là, il vit en Algérie. Il arrive en France pour se faire soigner. Il entre dans une école pour jeunes handicapés. Là, on peut dire, Ada, que tout se passe bien. Vous êtes dans un petit cocon. Comme sur des roulettes. Bien que vous avez des béquilles qui sont un peu plus lourdes que celles que vous avez aujourd'hui. Et puis, vous êtes petit. Alors, Ada, qu'est-ce que vous préférez, être petit ou handicapé ? Alors, je vous remercie de me poser la question. Vous avez oublié arabe, parce que c'est quand même pas... On est quand même passe à 3 éléments, petit, arabe et handicapé. Et je réponds toujours que c'est un choix de vie. Donc j'ai choisi d'être ce que je suis. Et puisqu'en fait, le jour de la distribution, devant moi, il y avait Brad Pitt. Il a un peu tout pris quand je suis arrivé, donc j'ai pris ce qui restait. Non, petit, parce que mon premier spectacle, j'avais commencé à l'époque, je faisais un seul en scène. Et donc c'était au début des années 90. Et début des années 90, on riait pas beaucoup avec le handicap. Et on imaginait encore moins un handicapé qui puisse en rire. Donc, j'ai pas eu de succès, ça n'a pas du tout marché. Mais ma première phrase quand je montais sur scène, c'était « Vous l'avez remarqué, j'ai un handicap qui saute aux yeux, je suis petit ». Ça m'a beaucoup handicapé dans la vie. C'était très fin, comme vous avez pu le souligner. J'ai vu d'ailleurs. Et très drôle, comme vous réagissez tous avec beaucoup d'humour. Et ça n'a pas marché du tout, comme quoi j'ai bien fait de faire comédien à la place d'écrire. Alors là, je parlais de la polio que vous avez contractée à 1 an.
comment ça s'est passé? Où est-ce que vous avez contracté cette maladie et pourquoi être venu en France à un certain moment? Et là, ça marche. Oui, j'ai appuyé sur mute. Parce que j'ai pas mes lunettes, du coup, j'accumule les trucs, parce que j'aime bien ça. Et puis, voilà, ça fait une allocation du handicapé un peu plus élevée. Sinon, comment j'ai eu la polio? Alors, c'était dans les années, fin des années 60, j'étais donc en Algérie, à Oran, donc en bord de mer. Et on est juste après la Chine en 67. Je sais, je ne fais pas mon âge. Bon, merci de votre participation. Et du coup, voilà, donc c'était juste après que la France soit partie. D'un point de vue sanitaire, ce n'était pas encore vraiment au point. Et ma mère, qui m'aimait beaucoup, m'a amené à la mer. Ma mère qui m'amène à la mer. Et donc, c'est là que j'ai attrapé la polio. Au début, on pensait que j'avais une genre de forte grippe, parce que j'avais de la fièvre, tout ça. Et j'étais tout petit, hein, pas beaucoup grandi, comme dirait l'autre. Mais voilà, donc c'est là que je l'ai attrapé. Voilà. Et en fait, il y a deux trucs. C'est que quand on s'est rendu compte, mes parents se sont rendus compte que c'était pas une grippe, hein, et qu'ils m'ont amené dans tous les hôpitaux et tout. Ils se sont rendus, c'était trop tard. C'était un retard de vaccin, donc j'avais la polio. Et voilà, donc c'était ça, il fallait gérer ça. Et ma mère, elle, qui a une autre version auquel je crois plus d'ailleurs, disait que c'était parce que j'étais trop beau et qu'un ange jaloux m'a jeté un sort. Et ça s'est avéré vrai. Hein. Je l'ai rencontré, cet ange, parce qu'elle m'a quitté il n'y a pas longtemps. Alors je disais. Et du coup, on a essayé de me soigner en Algérie, c'était un peu compliqué. Et il existait une genre de je ne sais pas comment appeler ça, une association. Ouais, un partenariat entre la France et l'Algérie dans ces années-là. Et les enfants algériens venaient en France se faire soigner et puis repartaient en Algérie. Le problème qu'il y avait, c'était qu'effectivement, on était super bien soignés ici, mais il fallait revenir là-bas. Et donc, le suivi là-bas pouvait être très compliqué parce qu'il n'était peut-être pas du niveau des soins qu'on avait reçus en France. Et moi, j'avais la chance d'avoir une tante qui habitait en France à l'époque. Et voilà, il faut imaginer que quand je suis arrivé, je ne me levais pas ni rien. Donc, voilà, et au bout d'un an et demi, on me demandait de repartir, j'étais debout. Je vous passe ce passage où quand un être humain se lève, c'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, j'ai toujours été petit, ça c'est vrai, enfin 1m60, c'est pas non plus. Mais quand je me suis mis debout la première fois, mais c'était incroyable. J'avais l'impression de faire 2,50 m ou 3 mètres, quoi. C'était incroyable de se lever. Et donc, je reste. Ma tante propose de me garder en France pour avoir un suivi médical et faire en sorte que je sois là aujourd'hui debout. C'est pour ça que je suis allé. Ah, je ne rate pas la caméra. Et c'est pour ça que je suis resté ici après. Je ne pensais pas un jour finir à Mulhouse. Mais moi, ce que j'ai vu aussi, enfin ce que j'ai pu lire, c'est que lorsque vous êtes retourné en Algérie, on attendait à ce que vous n'ayez plus de béquilles du tout. C'est bien ça. Ouais, parce que ma mère, quand j'étais petit, donc elle m'avait dit, tu vas voir, les Français vont te réparer. Ce qui n'est pas faux, ils m'ont bien réparé. Mais mon père, qui lui allait encore plus loin que ma mère, pensait que j'allais revenir debout. Mais genre, il est neuf. Je te donne mon fils handicapé, tu m'en donnes un neuf. Et quand je suis arrivé, et voilà, donc c'est... Enfin, pour l'anecdote, à la fin de sa vie, mon père ne voyait plus vraiment beaucoup et il perdait un peu la tête. Et les derniers temps, j'étais allé le voir et il ne savait plus très bien qui j'étais. Il me confondait avec son neveu, avec son petit-fils, il confondait tout. Et le hasard veut qu'à un moment, il se lève, il trébuche, il touche ma béquille. Et là, moment de lucidité, il touche la canne alors qu'il ne voit plus. Il me dit, mais t'es mon fils de France. Je dis, bah oui, c'est moi. Il dit, mais t'es pas guéri. Non, pas encore. Et alors, on a parlé de la polio tout à l'heure, mais donc vous n'en voulez pas à l'eau, vous avoir donné ce virus. Je ne sais pas si c'est un virus ou une bactérie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans une série qui s'appelle Vestiaire, où ça se passe principalement à la piscine. Oui, tout à fait. Ça se passe à la piscine, mais c'est très étonnant le lien que j'ai avec la mer et la mer, les deux mers d'ailleurs. Mais surtout que je suis irrémédiablement attiré. C'est-à-dire qu'à Marseille, du mois d'avril en gros, jusqu'à il y a moins d'un mois, je suis toujours à la mer. J'adore y aller, j'y vais, je nage quand je peux, même quand il fait très froid. Et donc j'ai gardé ce lien avec la mer. Et le plus logiquement du monde, j'ai fait de la natation après, alors que j'avais eu une période où je nageais pas beaucoup. Et j'ai découvert ce club handisport à Marseille. J'ai fait de la natation avec eux. Et dans le handisport, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Et en fait, je suis allé pour faire ça en loisir.
donc juste pour me faire des exercices après le travail. Et ils m'ont dit de faire plusieurs longueurs, donc j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Et puis ils m'ont dit, essayez le dos. J'ai fait le dos et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, très bien, tu vas faire de la compète. Mais c'est quoi ça, la compète? Tu vas voir, c'est de la compétition. Et je me suis retrouvé à faire de la compète en e-sport. C'est quand même, voilà. Et j'ai eu, en 10 ans, une médaille. Bon, il faut dire que les 2 premiers avaient la grippe. Non, mais j'étais beaucoup plus jeune. J'ai 52 ans quand même. Je sais, j'ai des bourrasques, n'insistez pas. Mais j'ai quand même eu une médaille de bronze, voilà. Mais vous pouvez applaudir, mais vous n'êtes pas obligé. Merci. Voilà, et donc c'est très étonnant ce lien avec l'eau, parce que finalement j'ai fini par écrire, par faire de la compétition, habiter à Marseille, donc en bord de mer, et écrire un bouquin dessus, faire une série là-dessus. Ouais, j'ai un rapport avec l'eau qui est assez étonnant. Ouais. Alors, parlez-nous un petit peu de la série, parce que maintenant vous accueillez des guest stars dans la série Vestiaire. Les dernières, je crois que c'était Brigitte Macron. Oui, Brigitte, comme je l'appelle. Alors, comment est né ce Ou projet? bébé, ça m'arrive de l'appeler bébé aussi. Comment est née la série? La série, elle est née avec. Donc, je coécris avec Fabrice, qui est un pote aussi qui fait du handisport, qui lui est un vrai athlète parce qu'il a vraiment eu des médailles. Il était vraiment aux portes des Jeux Olympiques. Moi, j'étais aux portes, mais au sens physique du terme. Je suis vraiment allé aux portes. Et lui, il y était pour ses qualités sportives. Et un jour, on s'est dit. C'était très étonnant ce qu'on vivait dans ce vestiaire. On faisait des compétitions et les compétitions, il faut savoir que déjà, pour les valides, c'est très long, une compétition de natation, et pour les personnes handicapées, c'est encore plus long. C'est-à-dire il y a plusieurs catégories de handicap. Tel que vous me voyez, je bouge, donc je vais relativement vite dans l'eau. Il y en a qui vont encore plus vite que moi, mais il y en a qui vont beaucoup moins vite. En général, on essaie de nager dans leur catégorie pour avoir des médailles, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont un handicap très lourd et qui font genre 10 minutes pour faire un 50 mètres. C'est à l'aller-retour. 10 minutes, et après, ils repartent. Ça fait 20. Donc, les compètes en e-sport avant étaient très très longues. Et on faisait les cons, on s'amusait, et puis on s'est rendu compte que quand on était ensemble, lui et moi, et notre équipe, il y a pas mal, toutes les autres équipes venaient nous voir. Donc il y avait déjà ça. Il y avait à chaque fois qu'il y avait une compétition, les gens cherchaient où sont les Marseillais, où sont les Marseillais. Et nous, dans nos vestiaires, il y avait des choses qui... Enfin, c'était très étonnant, il y avait des choses qui étaient... drôles, d'autres bouleversantes, c'était très marrant, quoi. Et un jour, on s'est dit, tiens, mais si on racontait ça? Mais vraiment entre nous, quoi. On s'est mis à écrire des scénettes, des petites scénettes où on racontait ce qu'on vivait au quotidien. D'ailleurs, le premier épisode qu'on a écrit, qu'on a imaginé, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est des saints. Dans notre club, il y avait quelqu'un que personne ne pouvait blairer, mais les gens ne l'aimaient absolument pas. Et on a imaginé qu'il faisait un malaise et qu'en fait, il mourait. Et la question que tout le monde se posait, c'est putain, mais il a payé sa cotisation ou pas? Ça allait donner le ton de la série. C'est le premier épisode qu'on a écrit. Et on en a écrit 2 ou 3 autres comme ça. On a envoyé ça à des copains. Et là, on a été inondés de mails. Tous nos potes nous ont écrit, mais est-ce que vous en avez d'autres? Voilà. Et de là, de fil en aiguille, on a proposé ça comme ça, mais vraiment par-dessus la jambe, un festival à Aubagne, qui est juste à côté de Marseille. Et on ne pensait pas que ça ferait ça, quoi. On ne pensait pas que les gens aimeraient cette extraordinaire série. Bon, c'est bien écrit, c'est vrai, mais quand même. Ça nous dépasse. Les comédiens sont pas mal. Alors, je suis en maillot, c'est 50% du public, quand même. Il y a beaucoup de filles, elles aiment bien mon humour, les filles. Alors, je vous ai entendu dire un jour, justement, quand vous avez avant Vestiaire, vous êtes allé à la piscine. Bien sûr. C'était comment? C'était compliqué d'aller à la piscine, de se mettre à nu quand on a un handicap, quand on n'est pas comme les autres, entre guillemets? Oui, c'est très très dur. C'est très compliqué parce que après, bon, j'ai 52 ans, donc je parle avec un certain recul, une certaine philosophie. Mais quand on a entre 14 et 24, la philosophie, ça va 5 minutes, quoi. Et du coup, on a conscience du regard, on a conscience de notre corps qui est différent. Mais le plus lourd, c'est même pas le corps, c'est le regard. C'est comment on se positionne, comment on va dans une piscine où il n'y a que des gens qui sont valides et qui vous regardent, comment on va à la plage. C'est très compliqué. Moi, j'ai réglé ça parce que j'ai eu des enfants, en fait. C'est eux qui ont vraiment... Quand j'ai eu les premières fois, c'était à la plage. J'allais à la plage. J'étais pas... J'enlevais que le haut. Alors, pour vous dire que l'esprit... Souvent, quand on veut régler un problème, on trouve une solution qui est encore plus con que le problème. C'est-à-dire, je me suis dit, puisqu'à la plage, tout le monde me regarde, je vais quand même y aller.
J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Il y a eu une période d'inconscience où j'y allais, je me mettais en maillot, j'allais nager. Et puis une autre période où on a conscience et d'un coup on s'est dit merde, quand même je vais aller mollo. Donc j'allais à la plage, vous imaginez une plage remplie, beaucoup de monde, on est l'été, il fait super beau. Et au milieu vous avez un mec qui est en jean mais le torse nu. On est d'accord, c'est encore plus con que si j'avais été en maillot en fait. Et un jour j'ai eu cette réflexion, je dis mais en fait c'est con parce que les gens ils te regardent, t'es comme ça, quoi, il faut y aller. Mais réellement ce qui m'a fait changer, c'est, il y a eu 2 moments. La première fois c'est que... comme je vous l'ai dit, donc j'ai eu une période où j'allais à la plage normalement. Après, quand on se rend compte du physique, c'est un peu plus compliqué. On va dans les rochers, en fait, on s'isole un peu. Et là, j'avais mes enfants, mon fils était tout petit. On arrive, il va au bord il commence à jouer au bord, tout près de moi. Et moi, je suis donc avec le torse nu. Un beau torse quand même, mais quand même le bas en jean, c'est quand même ridicule. Et je me dis, mais en fait, il est en train de faire un... En fait, j'ai pris conscience que le regard des autres pouvait changer le fonctionnement de ma vie. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un influe dans ma vie juste comme ça. Je ne connais pas, c'est des gens que je ne connais pas. C'est comme si je passais dans la salle aujourd'hui, que vous me regardez tous, et que je décide de ne pas aller là parce que vous me regarderez moi. C'est complètement con de penser que quelqu'un va gérer ta vie, quoi. Et après, ça s'est développé avec le handicap. J'ai considéré que le handicap ne gérerait pas ma vie non plus. C'est beau, ça. Ah, je sais, ça vous plaît. Et du coup, oui. Et le deuxième truc, c'est à la piscine. Alors là, c'est la piscine dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est pas là qu'il y a le plus d'handicapés, donc c'était un peu compliqué quand on arrivait. De toute façon, même habillé, on me regardait. Bon, j'avais des cheveux frisés, très longs à l'époque, peut-être c'est pour ça. Mais du coup, je me souviens que la piscine municipale d'un village, quoi, c'était même pas imaginable pour moi. Les potes y vont, moi je dis je vais aller faire une balade. Et mon fils me dit mais viens, moi je t'aiderai à marcher pour aller à la piscine. Ouais, c'est quand c'est émotion, j'adore la sortir ça. Non, mais c'est ça. Mon fils me proposait, je t'aide à aller à la piscine. Il pensait que j'allais pas à la piscine parce que j'avais peur de tomber. Et donc je suis allé à la piscine. Et je suis pas tombé, mais je suis allé avec mon fils. Et du coup, voilà, j'ai passé de très bons moments avec mes enfants. Finalement, grâce aux gens qui me regardaient. Et ce livre, il est né de ça. Parce que à force de faire vestiaire, de faire toutes ces conférences, de sortir, j'ai fini par oublier tout ça. Je suis reçu partout où je vais, plutôt bien reçu, je vais dans des trucs, enfin bon, je suis mis en avant et tout, et j'ai fini par oublier que j'étais là à cause que le regard existait. Et il y a quelques années, donc le livre est sorti en 2017, on est en 2016, je vais dans un centre de vacances, c'était la dernière semaine d'août, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est pour ça que je suis allé. J'étais avec ma fille, et ma petite fille, donc mon autre fille qui avait 5-6 ans, et je suis allé à la plage et à la piscine. Et en fait, d'un coup, c'est comme si je me réveillais. Je me suis rendu compte, mais c'était incroyable, quoi. Les gens regardaient cette carte postale d'un mec en fauteuil roulant avec une petite fille. C'était horrible, c'était très difficile à vivre. Et je me suis mis à écrire, mais très énervé. Et la première des choses parce que ma fille me posait des questions, et j'avais imaginé qu'elle me posait une question, c'était est-ce que tous les pères sont handicapés? Et je répondais non, sinon il n'y aurait personne pour nous regarder. En fait, je me suis dit, c'est en dénonçant par l'humour que j'arriverai à faire un truc. Et c'est parce que, et c'est ce livre, c'est par l'humour et la dérision que je réponds aux questions de ma fille, mais qui sont des questions fondamentales. Je ne sais pas si c'était la question que vous m'avez posée au départ. Mais... oui, on peut dire. C'est un peu dérivé, mais c'est pas grave. Alors, on parlait de l'école, quand vous êtes arrivé en France, une école plutôt un petit cocon, hein, c'est comme ça que je l'avais qualifié. Vous avez également rejoint un groupe de scouts, également plutôt bienveillant, je pense. Pouvez-vous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est tout le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'inclusion. Donc, aujourd'hui, on part du principe qu'un enfant handicapé a sa place dans une école dite non protégée, qu'un mouvement scout pour handicapés n'a pas lieu d'être. Mais moi, j'ai grandi là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a, c'est comme ici, je présume, quand on est chez vous, il y a cet effet cocon où on est quand même protégé. Il y a des médecins, des kinés, il y a des conseillers, des psys. Et on est aussi avec des gens comme nous. C'est beaucoup plus facile d'être avec des gens qui physiquement vous ressemblent ou qui en tout cas ont les mêmes problèmes que vous. Et il y a ce côté un peu protégé, quoi. Et à la suite de ça, au début des années 80, il y a un groupe de jeunes qui décide de relancer un mouvement scout qu'on appelait Arc-en-Ciel.
l'appellation est très belle, arc-en-ciel. Et d'ouvrir ça aux jeunes handicapés. Mais c'était vraiment que pour les enfants handicapés. Et ils sont venus donc démarcher dans notre école. Et j'ai été un des premiers à dire oui, parce que j'ai toujours aimé le fait de bouger et tout. Et d'ailleurs, je bougeais tellement que j'ai fait 1 an avec eux. Et l'année d'après, le groupe valide au-dessus a voulu que je change de camp. Et du coup, je suis allé avec les valides. Mais cette année-là, c'était exceptionnel parce que ma cheftaine était très jolie, que j'étais fou amoureux d'elle. Et c'est l'amour qui a guidé ma vie, en fait. Mais c'était un très beau moment où j'ai découvert que grâce à ces jeunes, on pouvait faire de l'escalade, on pouvait faire de la randonnée, on pouvait marcher. L'inconvénient et l'avantage et le défaut de ces centres, de ces endroits protégés, je parle de l'époque quand on était petit, c'est quand même qu'on finit par penser qu'il n'y a que ça. En fait, que pour se déplacer, il y a un car qui vient vous chercher à la maison, qui vous amène à l'école, que pour aller faire une visite médicale, on est un peu assisté quand même, quoi. Et là, les scouts, ça ne marche pas trop comme ça, quoi. Au début, c'est sympa, mais après, ça ne marche pas du tout comme ça, quoi. On vous donne rendez-vous quelque part, et puis on vous attend là-bas, hein, il ne va pas vous chercher. Il y avait, puis voilà, on arrive, on vous dit, tu vois la montagne, elle est belle, oui, on va aller manger en haut. Mais non, je ne peux pas, j'ai des béquilles, ouais, moi j'ai un fauteuil, je vais le faire. Et du coup, ça a cassé plein de barrières, et ça m'a permis d'aller très très loin. Et ouais, il y a ce truc de ouais, l'impossible existe, mais des fois on peut le contourner un peu. Maintenant, j'ai envie de vous parler, enfin, vous poser des questions concernant votre activité professionnelle. Laquelle? Vous êtes comptable aujourd'hui. Ouais. Vous avez démarré. À mi-temps à la mairie de Marseille, rien que ça, c'est un gag. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Non, concrètement, avant, j'étais comptable à plein temps à la mairie de Marseille. Je m'occupais des finances, donc je payais des fournisseurs et tout. Et puis, Vestiaire est arrivé. J'ai commencé à travailler de moins en moins à la mairie. Travailler de moins en moins à la mairie. Ça s'appelle une fiction. Et du coup, oui, j'ai quand même gardé ça parce que le Vestiaire, c'est 52 épisodes par an. Et c'est 6 mois d'écriture. C'est pas, je ne suis pas au niveau de Jean Dujardin, par exemple, qui lui n'est pas comptable à la mairie. Et encore moins handicapé. Et quand on a un certain âge, on se dit, bon, il vaut mieux perdre Vestiaire que de travailler à la mairie. Ouais. Parce que c'est une sécurité que j'ai voulu garder et qui me sert bien et qui, voilà, ça, j'ai des horaires à mi-temps, donc c'est pas non plus ce qui me prend plus de temps, sachant qu'en plus, dans la fonction publique, on a droit à des congés sans solde. Donc, en général, je prends 3-4 mois par an où je ne travaille pas, où je ne suis pas payé. C'est bizarre de parler autant de travail tout en parlant de la mairie. J'ai du mal à... Avant la mairie, il y avait un garage aussi. Comptable dans un garage. Et écoutez, j'ai fait pas mal de petits boulots. Ouais, j'ai l'impression d'être un truc Salinger à l'américaine. J'ai fait plein de... Les Américains, quand vous les interviewez, ils font beaucoup de boulot avant d'arriver à... Eh bien, moi, je suis un peu Moroccan, comme disait l'autre. Ça fait marocain, mais pas du tout. Et j'étais... Ouais, j'ai fait comptable dans un garage. J'ai appris comment ça fonctionnait. Et du coup, je sais où j'amène ma voiture maintenant. Et alors, une des techniques que j'ai apprises dans le garage, c'est que quand vous amenez une voiture dans un garage, en fait, ils ouvrent le capot, même s'ils ne la touchent pas, rien que c'est psychologique. Quand vous arrivez, vous voyez votre voiture avec le capot ouvert, vous dites putain, il s'en occupe. Lui, le mec, il n'a même pas ouvert. Il a juste ouvert, il est parti faire ses trucs. C'est psychologique, il ne faut pas le répéter. Et plein d'autres choses que je ne vous dirai pas ici. Alors, j'ai été aussi, je vais vous dire, j'en parle pas beaucoup dans le livre, parce que c'est pas, mais c'était une belle période de ma vie. J'ai été peintre d'en bas. Est-ce que vous savez ce que c'est, peintre d'en bas? Alors, je l'explique. Tous les valides qui sont là le savent. Quand on peint, on monte sur des échelles et on peint en haut. C'est hyper facile. Et en bas, c'est hyper chiant. C'est les tuyaux, c'est les radiateurs, c'est les plaintes, voilà. Eh bien, moi, je me mettais en bas, on me donnait un seau, un pinceau. Et c'est un copain qui m'avait proposé ça un jour. Il me dit, ça me fait chier les tuyaux et les radiateurs. Il me dit, tu fais quoi en ce moment? Je dis rien. Il me dit, viens avec moi, tu vas peindre les radiateurs. Et j'ai fait des chantiers avec lui où j'étais assis en bas et je peignais les radiateurs. D'ailleurs, je peins super bien les radiateurs. Enfin, je vous le dis, hein. Et j'étais peintre d'en bas. J'ai été aussi forain. Je vendais des bonbons sur les marchés de Marseille. Et du coup, je suis écœuré des bonbons. J'ai goûté, c'est une dame très gentille qui vendait des super bonbons. Elle avait une fille extraordinaire que j'ai aimée à la folie. Oui, je vous disais, ma vie a été guidée par l'amour, n'est-ce pas? Donc pour elle, j'ai vendu des bonbons. Et le jour où elle m'a quitté, j'ai quitté les bonbons aussi. Non, mais c'est vrai que j'ai mangé tellement de bonbons qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal.
J'ai fait plein de petits métiers comme ça, oui. J'ai été gardien. Oui, alors ça c'est extraordinaire. Agent de sécurité quand même. Vous m'avez vu debout ou pas? Là, tu vois, tu arrives, tu veux braquer un truc, il y a un mec en béquille qui te dit où tu vas. Voilà, c'était très très marrant. Non, parce qu'à l'époque, un de mes premiers sketchs, c'était de dire j'ai pas d'argent, je vais braquer une banque. Le problème, c'est que braquer, je peux, mais m'enfuir, je peux pas, tu vois. Personne ne bouge, merde. Et alors, le copain m'appelle et il me dit un truc mais extraordinaire. Il me dit tu vas être, écoute, j'ai des chantiers, et parmi ces chantiers, il y a un local de la poste qui est vide, mais par contrat, je suis obligé de le garder. Je dis oui, alors. Il me dit moi, j'ai pas le temps. Ça te dit de le garder? Tu prends une télé, un truc comme ça, et puis tu passes la nuit là-bas. Bon. Et je me suis retrouvé agent de sécurité dans un local vide, donc je ne gardais rien. Et le mec qui venait voler, je dis tu voleras rien. Il me dit pardon, ça va et tout. Et je faisais peur aux gens qui volaient rien. Et mais je vous jure, c'est vrai, j'ai été gardien. Enfin, c'est un truc incroyable. J'ai agent de sécurité comme ça, de la gueule. J'aurais pu être flic. Et est-ce qu'on vous moque? Est-ce qu'on vous reproche? Est-ce qu'on vous... Non, mais c'est votre esprit qui a parlé. Allez-y, allez au fond de votre pensée. Oui, on me moque, très souvent. Peut-être, mais est-ce qu'on vous reproche de vous moquer des personnes handicapées? Ça arrive. Ça arrive, et en fait, je ne me moque pas. Parce que je vais vous expliquer. Et là, on va faire de la philosophie. Non, parce que se moquer, c'est exclure l'autre. Quand vous vous moquez dans une assemblée de quelqu'un, vous l'excluez. Vous créez un groupe autour de vous en excluant quelqu'un. Nous, ce qu'on essaie de faire avec la série, ce que moi j'essaie de faire de mon côté, c'est un truc où, au contraire, c'est une inclusion de l'humour. C'est-à-dire qu'on rit ensemble de la même chose. C'est ça l'esprit vestiaire. L'idée, c'est de... Le rire, c'est fraternel et c'est un truc qui unit. On essaye de garder cette limite, de ne pas aller au-delà, c'est-à-dire de se moquer de l'autre, ou même de nous, mais de ne pas être... Parce que se moquer de l'autre, on bascule forcément vers la méchanceté. Et ça, on ne sait pas faire. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Et j'essaye de pas tomber là-dedans. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. Souvent, par exemple, dans la série, on a un personnage qui s'appelle Ramirez, qui a beaucoup de mal à parler, et les gens pensent qu'on se moque de lui parce qu'on le met dans des situations improbables, alors que c'est un gars qui a toute sa tête, il est juste IMC lourd, donc il a du mal à parler, et on associe ça, malheureusement, souvent à des problèmes psy, en pensant qu'il a... Alors qu'il a 60 ans, ça a été un très grand athlète, il fait du théâtre, voilà. Et les gens pensent qu'on se moque de lui parce qu'on le met dans un truc qui est compliqué. Parce que les gens oublient aussi que souvent c'est une fiction vestiaire, c'est pas la réalité. Je m'appelle pas Romy et j'ai pas de ventre dans la vraie vie. C'est pour la série que je me laisse pousser le ventre. Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration alors? Parce que là, vous en avez écrit combien jusqu'à présent? On en a écrit presque 400. Presque 400 épisodes. Ben, j'allais dire le génie, le talent et la discrétion. Non, alors où on l'a? Je vais vous dire. Déjà, il y a deux paramètres. Le premier, c'est que on peut, quand on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on vit au quotidien, merci beaucoup, de ce qu'on connaît, on peut éternellement en parler. Il n'y a aucun problème, parce qu'on parle d'un truc qu'on connaît. Nous, le handisport et le vestiaire, on connaît. Et il y a un deuxième truc, c'est le prisme de l'handicap. Tout ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui, on le vit sous le prisme de l'handicap. Moi, en tout cas. Et du coup, il y a toujours des trucs à faire. Il y a toujours des choses à faire, mais qui paraissent rien. Par exemple, je suis arrivé tout à l'heure, ben voilà, il y a des marches. Elles sont cachées par les plantes. Donc il faut que je me dise, tiens, il faut que je monte sans toucher les plantes. Ou alors je vais tomber dans les plantes. Mais ça la fout mal quand même de tomber quand tu es comédien. Sachant que je suis tombé tout à l'heure déjà en arrivant. Je vous le dis pour l'accident de travail que je vais faire tout à l'heure la déclaration. Et tout est sous le prisme de l'handicap. Par exemple, pour vous raconter une anecdote, quand ma femme était enceinte, on a fait une échographie, la première, où on commence à vraiment voir le bébé. Et donc, on est dans la salle d'attente. L'agent d'accueil, enfin l'infirmière, annonce le nom de mon épouse qui se lève et qui va, oui, vous attend pour l'échographie. Il y a le mec qui ouvre la porte, il se met tout de suite de dos et il commence à passer l'échographie. Je suis derrière, il dit à ma femme, celui-là, il ne sera pas handicapé. Voilà, c'était... quand vous êtes handicapé... Après, j'ai eu mieux. J'ai eu mon médecin qui, un jour, m'a dit... c'était un médecin que j'avais besoin d'une ordonnance. Et il me dit, mais on se tutoie, donc c'est normal. Et il me dit, ouais, tu vas bien. Tu fais quoi? Tu fais du sport? Ah, c'est chouette. Et t'es marié? Je dis, ouais. Il dit, elle a quoi comme handicap, ta femme? Je dis, elle est dépensière. Voilà, donc il y a toujours la plupart des épisodes qu'on a écrits, à part ceux qui sont vraiment barrés, sont toujours inspirés du réel.
Et donc là, vous êtes en train d'écrire La saison 10. la saison 10. Ouais, la saison 9 est passée il n'y a pas longtemps. Elle est en train de passer actuellement, c'est le samedi à 21h. L'année dernière, on a eu Brigitte Macron, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ça va tellement vite. Et c'était aussi notre aventure, un côté un peu improbable de finir à l'Élysée. Il y a une rampe d'accès, d'ailleurs, je vous le dis, si vous allez en fauteuil roulant à l'Élysée. Et c'était très étonnant. Mais c'est une aventure extraordinaire, on s'est fait laminer par le... Il y a même une page qui s'était créée pour boycotter la série parce qu'on faisait venir Brigitte Macron. Et d'autres qui nous glorifiaient. Donc c'est le reflet de la vie. Du coup, c'était bien. Ça veut dire que les gens... Il y a ceux qui s'identifiaient à la série, qui avaient l'impression que c'était de la récupération. D'autres qui pensaient que c'était un coup médiatique. Et nous, on a juste pensé qu'on est des scénaristes et des auteurs. Et qu'à part, comment elle s'appelle, Michelle Obama, il n'y avait aucune femme de président qui a tourné dans une série. Et celle-là, elle a tourné dans la nôtre. Donc la fierté de l'avoir fait venir était plus forte que les insultes qu'on a reçues. Et vous cherchez la visibilité ou la médiatisation? Ah, bah, ça, c'est une super question qu'on n'a pas du tout répétée. Mais comment vous est venue cette idée? Là, comme ça. Non, mais parce qu'à l'origine, on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et j'avais dit que j'étais passionné. Enfin, moi, mon credo, c'était la visibilité, et vous m'avez dit très justement, mais alors c'est la visibilité ou la médiatisation. Là, toi, je parle un peu arabe, ça revient. Alors, la visibilité, pourquoi? Parce que je pense clairement, je l'ai souvent dit, je le pense, c'est plus on nous voit, moins on nous voit. C'est-à-dire que, je prends comme exemple, moi à 14 ans. Moi à 14 ans, qui regarde la télé, les médias, les journaux, la radio, tout ce que je fais dans ma vie, ne me concerne pas. Enfin, rien, je ne me reconnais dans rien. Rien ne me représente. Il n'y a aucun handicapé, il n'y a rien. À part Casimir, vous l'avez connu, voilà, c'était un dinosaure, vous pouvez allier ça à un handicap, donc je me reconnaissais en Casimir. Mais c'est-à-dire que je pouvais m'identifier à rien. Et si moi je m'identifie à rien, l'enfant, lui, qui n'a rien, qui est valide, mais le handicapé n'existe même pas pour lui, c'est un martien, c'est E.T., quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est le reflet de la société. Et on n'est pas présent, on n'est nulle part. Et je pense que un gars qui fait des études d'architecture, qui ne voit pas d'handicapé dans son champ de vision, ni dans son univers, ni dans son monde, quand il est enfermé dans son bureau, qu'il fabrique un immeuble, ben, il va mettre des escaliers partout, parce que pour lui, on prend l'exemple du fauteuil roulant, c'est le plus parlant, mais évidemment que l'handicap, c'est pas que le fauteuil roulant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars, s'il voit une personne handicapée à la télé, à la radio, dans son entourage, il sera plus ouvert et du coup, il concevra le monde avec ces gens-là, avec nous. Alors qu'aujourd'hui, il y a 2 mondes. Enfin, nous, on essaye, moi, j'essaye, à travers ma modeste personne, à travers la série Vestiaire, d'être ancré dans le quotidien. Ça, c'est la visibilité. Et je pense vraiment qu'elle peut changer des choses. Plus on nous voit, moins on nous voit. Il n'y a pas de secret. Moi, ça fait des années que je travaille à la mairie de Marseille. Oh, j'aurais jamais pensé le dire autant. Un jour, j'avais un parapheur, c'est les gros dossiers, je devais faire des photocopies. Donc, je photocopie des factures. Or, j'en avais beaucoup et je n'étais pas à mon bureau. Et un copain passe, un gars qui bosse avec moi, et je lui dis, est-ce que tu peux me les amener à la photocopieuse, s'il te plaît? Mais il me regarde dans les yeux, il me dit, bah non. Bah non, j'ai un truc à faire. Il est parti, et puis il est revenu. Il m'a dit, excuse-moi, j'avais oublié. Il avait oublié que j'avais des béquilles. Mais parce qu'il me voyait tout le temps. Il a vu autre chose. Bon, c'est vrai, tout le monde n'a pas mon physique, ni mon humour, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, plus on nous voit, moins on nous voit. Mais vraiment, ça je le pense. La médiatisation, c'est autre chose. C'est une autre partie où on est médiatisé pour un fait, pour quelque chose. Et là, on est médiatisé pour la série, pour le livre, pour tout ce qu'on fait. Et en ce moment, il se passe quelque chose d'historique en ce moment. Mais vraiment, vous connaissez Théo Curin? Ça vous dit quelque chose? C'est pas arrivé jusqu'à Mulhouse, tiens, c'est étonnant. Il est partout en ce moment. J'appelle quelqu'un. Non, alors Théo Curin, c'est un athlète handisport qui n'a pas de bras, pas de jambes. Vous connaissez Philippe Croizon? Voilà, c'est le Philippe Croizon plus jeune. Et avec des cheveux. Et il n'a pas de bras, pas de jambes. Il a fini 3e, je crois, au dernier championnat du monde de natation. Depuis peu, il est chroniqueur sur France 5. Il est comédien sur la série Vestiaire. Faut dire comme il est bon. Et surtout, depuis 1 mois, il est égérie. Et non pas Algérie, c'est moi. Lui, c'est égérie.
Il est égérie de la marque, je ne sais plus quoi, c'est une marque de beauté, de produits de beauté. Et donc, il est dans des affiches, dans des posters où on le montre, parce que c'est un beau mec, parce qu'il met de la crème pour cette marque, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et le dernier à avoir fait la pub pour cette marque, c'est David Beckham, quand même. Vous voyez qui c'est David Beckham? Un grand blanc, 1m80, blond. Beaucoup de points communs avec moi, il me ressemble beaucoup. Et l'égérie de cette marque, c'est Théo Curin. C'est un mec qui n'a pas de bras, pas de jambes, quoi. On a vraiment, pour moi, c'est un tournant, c'est un truc historique qui se passe. On est en train de franchir l'étape du physique. Ils l'ont pris parce que c'est un beau mec. Et en fait, on peut être beau même si on n'a pas de bras et pas de jambes. Même si c'est compliqué de jouer à Barbichette après tout. L'autre chose. Non, je dis ça parce qu'on a fait un épisode avec lui où je joue avec lui à Barbichette. Donc voilà, c'est je te tiens par la Barbichette. C'est pas je te tiens, tu me tiens, c'est je te tiens, je te tiens. Non, l'épisode il est chouette parce que je joue avec lui, il perd 2 fois. Donc lui il a que le moignon, donc il met le moignon là, moi je l'attrape par là, donc je te tiens par la Barbichette. Et on fait ça 2 fois, il perd, et la 3e fois il l'a mauvaise, et c'est moi qui ris, et comme il peut pas me donner de gifle, donc il me donne un coup de boule. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes qui souhaitent tourner dans Vestiaire, non? Vous faites un casting? Alors, dans le monde du handicap, tous. On reçoit beaucoup de demandes. Alors, c'est pas moi qui gère, c'est la production. Mais les guests, on essaie d'aller les voir un peu. En général, c'est où ils sont intéressés. Par exemple, Clémentine Célarier nous a envoyé une vidéo complètement barrée où elle voulait absolument jouer avec nous. Elle voulait un personnage complètement méchant, horrible, parce qu'elle adore tout ce qui est un peu décalé. Pascal Légitimus, je l'ai rencontré lors d'une soirée du CNC pour présenter Vestiaire. Et tous ceux qu'on a reçus, par exemple, Thierry Lhermitte est très engagé. Il est président d'une association. Il explique notamment la sclérose en plaques et d'autres maladies à la radio. Il a les chroniques radio sur France Inter. Et c'est un très grand comédien. Et tous ceux qu'on a eu avant, c'est vraiment des gens qui aimaient ça. Et puis il y a ceux qui découvrent. C'est très étonnant de voir l'évolution des gens. Parce que nous, on est dans notre quotidien. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On ne se rend même plus compte que quand quelqu'un arrive, il y a des gens qui n'ont pas de bras, pas de jambes. Il y en a d'autres qui sont sur fauteuil roulant, d'autres qui ne parlent pas, d'autres qui ne voient pas. C'est un univers qu'ils ne connaissent pas forcément, parce qu'entre les répétitions qu'avec nous et sur le plateau, c'est autre chose. Et du coup, on voit l'évolution entre la découverte et la fin de la journée où on a du mal à se quitter, où tous les paramètres sont passés. Et très souvent, ils nous disent, les réalisateurs qu'on a reçus aussi, que s'ils nous avaient rencontrés avant, ils auraient imaginé leur carrière autrement. C'est beau quand même, ça veut dire qu'ils se mettent quand même des barrières en se disant il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas trop aller, quoi. Mais nous, on est là pour casser les codes, pour montrer qu'on peut le faire, quoi. Et dans toutes vos activités, laquelle vous fait le plus vibrer? Est-ce que c'est justement Vestiaire? C'est l'écriture? C'est comptable? C'est évidemment comptable. J'adore dire... alors, vous me photocopierez le formulaire CRFA 312 en 4 exemplaires? Ouais, j'adore faire ça. Non, mais c'est... Ma vie était extraordinaire. Je travaille aussi au service sécurité de la mairie. C'est fait les deux, ouais. Et un jour, j'avais fait le tournage, j'avais une promo d'enfer pour le tournage. On a attaqué, on est venu nous chercher avec des taxis privés, tout ça. On nous a amenés à La Rochelle pour le festival. On a été accueillis comme des rois, mais genre, un truc de fou, quoi. Et le lendemain, dans la nuit, je rentre en avion à Marseille, évidemment. J'arrive à Marseille et il faut que j'aille à la mairie. Et à 8h du matin, mon téléphone sonne et c'est le papa d'un ami que je connais très bien. « Oh, Ada, tu vas bien? Ouais. Et alors, ta série, ça marche? » Ouais, génial. Ouais, d'ailleurs, je viens d'un festival. Il fait, excuse-moi, j'ai pas le temps, mais est-ce que je peux mettre du feu dans mon jardin? Hein? Pourquoi? T'es à la mairie, tu es au service sécurité, non? Je dis, ouais, je vais demander aux pompiers, d'accord. Donc, mon quotidien, on me ramène souvent à la réalité, et c'est pas mal. Mais j'aime beaucoup, évidemment, tourner, mais j'aime surtout aussi beaucoup les échanges depuis le livre. Tous ces trucs que je faisais pas avant, que je découvre, c'est parler de ma vie, parler de l'handicap, et puis essayer... d'amener mon expérience, mon vécu. Et par exemple, je vis des moments très émouvants, très touchants. La semaine dernière, j'étais dans un ESAT. C'est aussi une autre forme de rencontre. Il y a un mois, j'ai rencontré C'était très étonnant parce que j'ai été invité par l'association des polios de France. Ça existe. Et donc, on était dans une salle, comme ça, qui était pareil, il y avait autant de monde. Et donc, je leur dis, mais vous avez tous la polio, en fait. C'est très étonnant. C'est comme si j'étais dans une salle où il n'y avait que des Algériens. C'est très étonnant. C'est la première fois que j'étais dans une salle où tout le monde était comme moi.
Et alors je leur dis, vous avez tous la polio, j'ai la polio. C'est-à-dire que si à cet instant précis, il y a une comète qui tombe, on a éradiqué la polio en France. Et ils me disent, oui, c'est ça. Et alors c'est très émouvant parce que là, j'étais invité. Donc la plupart des gens qui ont la polio, vous l'avez compris, ont plutôt mon âge. On est une génération un peu de plus de 40 ans. Et mon médecin m'avait fait venir parce qu'il voulait que je leur dise qu'il ne fallait pas avoir peur du progrès. Le progrès, c'est quoi? C'est les nouveaux appareillages, c'est les nouvelles béquilles, c'est tout ce qui est nouveau et qui arrive et qui nous déstabilise parce qu'il nous fait peur. Tout à l'heure, vous et moi, on parlait du reclassement professionnel. Comment, à un moment donné, voilà, la vie fait qu'on change d'orientation. C'est très difficile, c'est très compliqué. Et parfois, je disais, j'ai rencontré un monsieur ça a été horrible pour lui d'arrêter ce qu'il faisait parce qu'il aimait ça à la folie. Il s'est dirigé vers un métier qu'il pouvait faire assis et en fait, il a découvert un autre métier qui le rendait qui était encore plus passionnant que celui qu'il faisait avant. Et dans le cadre des gens qui ont la polio, donc je parle bien d'un sujet bien précis, qui ont un certain âge, qui ont beaucoup de mal à aller vers ces nouvelles prothèses qui sont très légères, qui sont... les vieilles prothèses étaient lourdes, mais du coup, on les sentait. Et si on les sent, on sent son membre. C'est très compliqué dans la tête. Mais ces nouvelles prothèses sont légères, et du coup, on sent moins son membre. Et du coup, on a l'impression d'être moins en sécurité. Et voilà, j'ai essayé de dire à tous ces gens qu'on pouvait... il faut profiter de ça, quoi. Les progrès avancent et il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant et de l'inconnu un peu. C'est beau, hein? Très beau. Moi, j'ai vu que vous étiez en train d'écouter autre chose. Alors vous dites il ne faut pas tout attendre des lois. Oui. Alors pourquoi? Parce que si on fait un petit bilan, les lois ont quand même permis d'avancer, mais absolument, même s'il y a encore du chemin à faire. Il faut qu'elles continuent, il faut que les lois existent. Mais au-delà des lois, on peut nous aussi anticiper. Moi, je crois beaucoup en l'humain. Avant, je veux dire, avant, on allait dans des restaurants, on peut s'entraider nous aussi, quoi. Je veux dire, s'il y a pas de... Quand on est en fauteuil, qu'il y a une rampe, ben voilà, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent vous faire monter. Moi, je suis allé dans une piscine l'année dernière où il n'y avait pas d'ascenseur. C'est les gars de l'accueil qui m'ont fait monter. Je crois... je pense... Alors, c'est facile à dire. Hein, je sais, aujourd'hui, je suis un peu dans une place privilégiée. Mais je crois qu'il faut prendre son destin en main. Il faut parfois forcer les choses. Et moi, j'essaie de les forcer. Et là, mon nouveau truc, c'est de dire, il faut... Le nouveau combat aujourd'hui, c'est de dire, il faut qu'au cinéma, à la télé, on fasse jouer des personnes en situation de handicap, mais pas forcément pour jouer. Je sais faire autre chose que jouer un gars sur un fauteuil roulant. Je peux être sur un gars sur un fauteuil roulant, salopard, avocat véreux. J'ai pris 2 exemples que j'ai pris, c'est pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, un mec amoureux qui quitte tout pour une femme, c'est mieux. Ou un papa qui se bat pour sa fille ou quoi. Je peux faire tous les rôles, je peux être juge, je peux tout être. Et du coup, là, pour le coup, je me demande s'il ne faut pas légiférer, parce que c'est quand même bizarre qu'on ne nous offre jamais ces rôles-là, quoi. Et donc je dis oui, dans la mesure où on peut, on peut nous faire avancer les choses. Et moi, j'ai pas attendu que ça change pour faire des trucs, quoi. Si j'avais attendu qu'on m'aide à faire vestiaire, j'aurais jamais fait vestiaire. Alors, vous écrivez « Passer à la télé, c'est mieux que n'importe quel miracle ». Pourquoi? Oui, parce que je suis guéri. Vous voyez, tel que vous me voyez là, je ne suis plus handicapé. Parce que pendant des années, dans mon entourage, on me disait « Tu n'as pas vu Ada ?» Ada, ben oui, le mec avec les béquilles, là. Et aujourd'hui, on dit « Tu n'as pas vu Ada, le mec qui passe à la télé ?» Donc, j'ai perdu un... Et ouais, puis la médiatisation. Ouais, c'est vrai que de passer à la télé, ça vous met dans une situation un peu particulière, où du coup, le handicap n'est plus un problème. Mais ça, c'est propre je pense, à tous ceux qui font des métiers où ils sont mis en avant, quoi. Et qu'est-ce qui vous donne cet optimisme alors? On a l'impression que vous êtes tout le temps super positif, ouais. Depuis finalement que vous êtes né. Oui, après, un petit peu après. Un petit peu après. Ouais. Ben, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, toujours. La bouteille à moitié pleine, toujours. Il faut dire que je viens de loin. Quand à 6-7 ans, vous partez, vous quittez votre famille, vous quittez tout pour venir dans un pays que vous ne connaissez pas, dont vous ne parlez pas la langue, et que vous êtes loin des vôtres, on a poussé le curseur très très loin quand même. Donc à partir de là, tout ce qui peut arriver peut être que cool, peut être que bien. Et fatalement, et puis je me rends compte que on avance mieux. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, je ne savais pas du tout que ça existe. Il paraît que le cerveau, quand vous souriez, le cerveau lit l'information et se dit tout va bien, et du coup vous êtes bien. Donc plus vous souriez, plus vous avez envie de sourire, et plus le cerveau se dit mais en fait c'est super ma vie.
Et en fait, ça veut dire qu'on peut un peu maîtriser ça. Et de toute façon, mais ça, enfin, même quand c'est dur pour moi, j'avance. Et je vous jure que parfois c'est très très dur, mais j'avance quand même. Parce que je suis un intégriste du... ouais, j'ai fait exprès de ça. Ouais. Je suis un radicalisé de l'optimisme. Je pense, et c'est ce qui nous rend... Mais... En fait, ça, être optimiste, c'est un truc qui vous pousse à avancer, et surtout que vous partagez ça avec celui que vous rencontrez. Les rencontres que j'ai faites, moi, je veux dire, j'aurais pu... j'ai des images qui me reviennent, mais j'aurais pu me contenter voilà, de ce truc, de me dire... mais non. J'ai forcé le truc, je suis allé un peu plus haut, et voilà. Puis je pense qu'il faut aller de l'avant, et c'est l'autre qui disait... viser la Lune, et si on la rate, au pire, on arrive sur les étoiles, donc c'est pas plus mal. Alors, vous êtes de deux cultures, algérienne et française. Ouais. Vous connaissez bien la France, très bien la France. Par rapport au handicap, qu'est-ce que vous auriez à dire ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, ce qui se passe enfin, comment est vécu le handicap en général, en France, en Algérie, dans d'autres pays. Quel est votre regard là-dessus? Alors c'est très étonnant parce que, alors, bon, l'Algérie, je connais le quotidien d'un Algérien handicapé, je ne le connais pas parce que je pense quand même, on est quand même loin de ce qui se passe ici. Mais c'est assez... il y a un côté fataliste et religieux en Algérie qui fait, parce qu'on est très croyants, et donc si on est handicapé, c'est forcément un... Par exemple, un jour, il y a un gars qui m'a dit: est-ce que tu peux prier pour moi? Je me suis fait mal à la jambe, j'aimerais guérir. Il paraît que vous, les handicapés, quand vous priez, ça arrive plus vite à Dieu. Bon. Je dis, bon, je vais prier pour moi aussi, alors du coup. Voilà. Et en France, on est plus pragmatique, donc on essaye de légiférer, en fait, de faire en sorte que j'avais envie de dire, ici, c'est l'État et tout ce qui nous entoure, les associations, tout ça, pour qu'il fait en sorte qu'on trouve notre place. Là-bas, c'est un truc beaucoup plus... c'est pris en charge par la population. C'est très différent. Moi, sur 3 bus, il y en a 2 qui ne vont pas payer. Je ne sais pas pourquoi. Le mec, il a une réglementation. Handicapé, vous ne payez pas. Ah, d'accord. Celui d'après, vous payez plein pot. Attends, pour moi, vous êtes comme tout le monde. Hein. Donc, tu ne sais pas trop. C'est une loi évolutive qui change en permanence. C'est un peu comme l'emploi du temps là-bas. En Algérie, quand je suis arrivé une des premières fois, c'est ma soeur qui m'avait dit ce qu'on allait faire dans la journée. Et le soir, j'ai compris qu'on avait complètement l'opposé. Donc le programme, il bouge tout le temps. Il est en évolution totale. On va là demain ou peut-être là-bas. Et en fait, on ira au milieu. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, c'est comme ça. C'est vrai qu'on est reçu dans les administrations et tout. C'est très étonnant parce qu'il y a un... Ouais, c'est surprenant, mais c'est pas du tout la même manière de gérer. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté fataliste chez nous, en Algérie, et chez nous ici, qui est plus... on est moins dans ce côté... on n'est pas dans la fatalité, on est dans un truc qui est un peu plus structuré, on va dire. Je sais pas si c'était clair ce que je dis, mais moi j'ai compris. Et qu'est-ce que vous pensez ce qu'on appelle aujourd'hui le virage inclusif, la société inclusive, c'est-à-dire depuis le plus jeune âge, plus de dispositifs spécifiques en fait, c'est... intégré dans le milieu ordinaire. Oui. Mais je crois qu'on rêvait tous tout ça, finalement. Je rêvais tous tout ça. Je sais pas pourquoi il y a des relents qui montent, j'arrive plus à parler des fois. Non, mais je pense qu'on rêvait tous de ça. Je t'ai dit normalement. Parce que l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce truc de la visibilité, c'est-à-dire qu'on vit ensemble tous. Et on essaye de faire en sorte d'aller dans des endroits où on peut tous être ensemble. Et oui, c'est vrai, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus facile voilà, quand on est dans un endroit où il n'y a que des personnes comme vous. C'est plus facile d'aller dans une piscine où il n'y a que des personnes handicapées, c'est plus facile d'aller dans un travail où il n'y a que des personnes handicapées, et ainsi de suite. Et c'est compliqué d'aller vers un endroit qui est ouvert. Mais plus il est ouvert, je pense, plus on s'habituera. Et c'est le vivre ensemble qui est important. Et je pense que oui, et je vous disais tout à l'heure, le problème de ces structures un peu que j'ai connues font qu'à 14 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pensais que ma vie, ça serait ça. Je serais dans une école, parce que j'étais dans une école pour handicapés, on m'a ramené à la maison, on me récupérait le lendemain, à côté de chez moi, il y avait un ESAT, donc pour des personnes handicapées, et je pensais que toute ma vie, ce serait ça. Et voilà, et un jour, j'ai rencontré le scoutisme, un jour, j'ai lu Patrick Segal, et je me suis dit, tiens, on peut faire autre chose, quoi. Qu'être handicapé, on peut sortir, on peut rencontrer des filles, on peut faire des tas de choses, quoi. Et quand on a 14 ans, les filles, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Moi, à l'époque, je disais, j'avais pas besoin de boutons d'acné sur le visage pour repousser les filles, mais béquilles suffisaient largement. Je me suis bien vengé après. Voilà, je me suis bien rattrapé.
En fait, les cheveux blancs, ça aide beaucoup. Les cheveux qui commencent à blanchir. Alors là, dans la salle, vous avez des professionnels qui orientent les personnes en situation de handicap pour aller sur des parcours de formation, par exemple. Vous avez des entreprises qui emploient des personnes. Vous avez des stagiaires aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que je disais aux gens qui avaient la polio et qui découvraient tous ces nouveaux appareils qui arrivaient et qui faisaient peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment aller vers l'autre. Et ce que vous faites est hyper important. Je suis là aussi aujourd'hui parce que j'ai rencontré toute ma vie des gens comme vous, des gens qui m'ont guidé, qui m'ont orienté, des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont expliqué comment ça marchait et qui en tout cas m'ont montré qu'il y avait d'autres voies. Que rien n'est jamais perdu en fait. Il y a toujours une solution. Et évidemment, ça marche mieux quand on est dans cette idée d'échange et quand on est dans l'ouverture. Donc, il ne faut pas avoir peur, et pour les entreprises, de recevoir les personnes en situation de handicap, parce que, on le sait, c'est des trucs que j'avais lus qui disent que c'est les gens les plus assidus qui travaillent le plus, qui sont toujours là, qui sont le moins malades pour un handicapé, c'est paradoxal, et qui ont vraiment envie de s'en sortir. Et puis, dites-vous qu'au-delà de tout ce que vous faites, qui pour moi, à mon sens, est primordial, c'est le côté social de la chose. C'est-à-dire quand on forme quelqu'un, quand il a un travail, quand on le reçoit pour lui apprendre un métier, on le fait vivre socialement. Et on sait aujourd'hui, nous tous, quelle est l'importance du travail dans la vie. Que quand on ne travaille pas, on est exclu quelque part. Et on est exclu parce qu'on ne rencontre pas de gens. On a moins de raisons de se lever, en fait. Et le travail est 10 fois plus important que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il a vraiment un vecteur social et c'est un peu un but dans une vie. C'est malheureux de dire ça, mais oui, travailler, c'est aussi ce qui nous maintient les uns aux autres, ce qui nous unit les uns aux autres, et ce qui donne un peu, malgré tout, un sens à notre vie. C'est beau, hein? C'est très beau. Je vous remercie. J'aime beaucoup ce que je dis, oui. Je suis très fan de moi. Vous avez compris, mon de... handicap, c'est mon ego, c'est pas du tout la polio. Hein. Avant de donner pouvoir vous donner la parole pour poser quelques questions, vos projets, vos prochains projets, là, si vous avez parlé de la... J'aimerais bien écrire un deuxième livre, et en fait, ça fait 3 ans que je suis dessus, j'arrive pas. Et en fait, ce livre, il a été inspiré par... J'ai été reçu par Michel Drucker. Ah oui, je sais, ça impressionne comme ça. Et il m'a reçu sur son canapé rouge, et sur son divan rouge même, et j'ai fait l'émission avec lui. Et en fait... En sortant de là, le lendemain, j'étais arrêté dans la rue, mais c'est incroyable. Et j'ai réalisé le pouvoir et le potentiel qu'avait Michel Drucker. Et ce qui était très marrant, c'est que je me suis rendu compte que les gens s'en foutent complètement de ce que vous faites. Ce qui est important, c'est que vous ayez rencontré Michel Drucker. Les gens ne savaient pas du tout ce que je faisais dans la vie. Hein. Et je vous un exemple concret. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Et je vais au bar boire un café en bas de chez moi. Et derrière le comptoir, il y a un mec balèze, tatoué, avec des t-shirts moulants et tout. Et il ne me calcule pas beaucoup. Il me fait 2,80 m, je suis 1,60 m, j'arrive, il s'appelle Simon au-dessus du comptoir. Je demande un café, il me le fait comme ça. Bon. Et le lendemain de l'émission, je vais boire un café et je vous jure que c'est vrai. Il me voit arriver, il sort du comptoir, il me serre la main, il me dit « Toi, t'es un homme. » Eh ouais, passer chez Drucker, c'est virilisant. Donc pour lui, je suis devenu un homme. Et c'est très étonnant de voir des gens vous arrêter dans la rue. J'avais vu un bus qui démarre et une vieille dame qui vient en courant, mais qui arrête le bus. Donc on se dit tous, le bus s'arrête, elle va prendre le bus. Le bus s'ouvre et je vous jure que c'est vrai. Elle met un pied dans le bus, elle voit que je suis assis devant, elle me dit oh, « Il est comment, Michel ?» Tout le bus qui la regarde, il est gentil. Oh, merci. Et il est reparti. J'ai vécu ça pendant 1 mois quasiment où j'étais arrêté parce que j'avais rencontré Michel Drucker. Et ce qui me passionnait, c'est que j'ai compris qu'en fait, la finalité, c'est pas le projet que vous avez, c'est rencontrer Michel. C'est tout. Et du coup, je suis parti sur une histoire que j'arrive pas à développer, mais ça, c'est un homme qui est un peu transparent. Et un jour, rencontre Michel Drucker et sa vie change. Voilà, et ma vie a changé. Et ce qui est très étonnant, c'est que 3 ans après, donc cet été, j'ai rencontré Michel Drucker dans une soirée. Vous avez vu, je dis Michel Drucker, Brigitte Macron. Thierry Lhermitte, j'ai mangé avec lui il n'y a pas longtemps. Et en fait, il m'a, alors que je pense qu'il a reçu beaucoup de monde dans son émission, je l'ai rencontré lors d'une soirée, parce qu'il y a des choses improbables. Est-ce que vous connaissez Michel Thor? Eh ben, c'est ma copine. Maintenant, ça va des SMS et tout. Ma vie, elle a changé. Et donc, Michel Thor, c'est la meilleure amie de Michel Drucker. Elle l'a invité à Pertuis, c'est pas loin de Marseille, pour une soirée musicale. Et il est venu faire un truc, et j'étais dans la salle, et en fait, il m'a reconnu, il est venu me serrer la main. Donc, ça m'a
Donc c'est vraiment un mec bien. Pas parce qu'il m'a serré la main, mais en général. Est-ce que vous auriez eu des questions à poser? Sachant qu'après, N'hésitez on va pas. tirer. Comment? Je dis, sachant qu'après, on va tirer la couleur de la chaise Oui, gagnante. voilà. Vous avez tous choisi des chaises. Voilà. Après, on va tirer une main à gauche. Alors, parmi ce que vous avez fait, vous avez aussi collaboré avec Stéphane Rivière sur les entretiens inversés. Ouais. Ouais, Inversion, ça s'appelle. Ouais. Et On a fait 2 épisodes. 2 épisodes. Et voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu des retours de ça, des témoignages, parce que bon, c'est vrai que c'est assez particulier. C'est très particulier, c'est super bien fait. Oui, je confirme. Ouais, c'est bien écrit. Oui, en fait, Stéphane Rivière s'occupe d'une entreprise, on peut dire que c'est une boîte, Oui. qui s'appelle Talentio, qui s'occupe de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et il m'a contacté un jour. L'idée, enfin, pourquoi je fais beaucoup de conférences, j'interviens beaucoup, l'idée c'est aussi, quand on parle du handicap, c'est pas forcément un truc triste, soporifique, anxiogène, ça peut aussi être délirant pour s'y rire et échanger là-dessus. Et lui m'avait contacté pour ça, et j'ai fait des conférences avec lui comme ça, où il parle de travail des personnes handicapées, et c'est moi qui en parle. Et un jour, on se dit, mais tiens, mais en fait, pour que les gens comprennent mieux, il faudrait vraiment faire ce qui marche dans la série Vestiaire. Les épisodes qui ont le plus marché, c'est les épisodes qu'on a où on inverse la donne. Il y a un épisode qui a cartonné, c'est on apprend un mec à mal nager. C'est un champion de natation, et on lui apprend à mal nager. En fait, on lui apprend à nager le handisport. Et donc, le mec, il fait un super plongeon, il dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut plonger, il faut tomber dans l'eau. Donc, il tombe, il fait un 50 mètres comme un roi, on lui dit, mais non, c'est pas possible, il faut que tu bouges dans l'eau, on t'a pas demandé de nager. Et donc, il nage comme ça dans l'eau, et là, on se regarde, on fait, le handisport, quand c'est bien fait, c'est beau quand même. Et là, on fait pareil, et j'imagine, donc on écrit un épisode où c'est un entretien d'embauche un peu particulier. Le DRH est sur fauteuil roulant. Et c'est le valide qui vient. Et le DRH, il voit là un valide devant lui. Merde, il est en situation de validité. Putain, j'ai pas là. C'est pas évident à gérer. Donc il lui parle en prenant un peu des pincettes, en se disant oui, écoutez, c'est un peu compliqué. Vous savez, mon entreprise n'est pas vraiment adaptée pour les personnes valides. C'est compliqué. On a des ascenseurs partout. Comment vous allez faire? Et en plus, on a des gens qui sont bien parlants, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et on a tout inversé. Et à la fin, il part, il a bien compris qu'il n'aura pas d'emploi. Et la dernière phrase, c'est... Alors, j'essaie de me rappeler. Putain, c'est chiant, ces CV anonymes. Et il a super bien marché, dans le sens où les gens ont vraiment compris la problématique à l'envers. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand je fais des conférences comme ça, des gens viennent me voir en me disant, des DRH notamment, en me disant, vous savez qu'on l'utilise et qu'on diffuse. Je vous imaginez les droits d'auteur que je perds à chaque fois que vous faites ça. C'est de l'argent que je perds. Mais je suis très heureux parce que ça veut dire que ça marche. Et l'année d'après, on a fait un autre épisode, c'est les présidentielles. Donc c'est le président de la République qui présente ses vœux aux Français. Et c'est moi. On est allé très loin dans la fiction quand même. Ce mec, il est arabe sur fauteuil roulant. C'est même la science-fiction. Et bon, on a imaginé que c'était 2054. Voilà. Et donc, le président, j'avais une superbe cravate, un super costume. On a tourné ça à la mairie de Lyon, qui nous avait prêté les locaux. Et c'était un super épisode aussi. Et ça marche aussi, parce que l'inversion, il n'y a pas mieux. En fait, c'est comment vous mettre à la peau de l'autre. Voilà ce qui se passe de l'autre côté. Ça vous va? Une autre question? Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Vous pouvez poser toutes les questions. Je vous dirai la limite, mais allez-y. Alors, moi, j'avais une petite question concernant votre livre, en fait. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, Laetitia. Salut Laetitia, ça va? Comment vous avez eu un déclic pour écrire ce livre? Vous avez été accompagné? Comment ça s'est passé, en fait? Ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un gros coup de colère quand, dans cet espace de vacances, tout le monde me regardait. C'est emmerdant quand on est dans un truc où vous rentrez dans une piscine, tout le monde vous regarde, quoi. Il y a votre fille à côté, donc c'était un peu compliqué à gérer. J'ai eu beaucoup de mal et du coup, ça m'a rappelé que, peut-être pas le bon mot, mais on s'embourgeoise, on oublie vite les choses. Hein. C'est facile d'oublier, en fait.
très très vite. Et ça m'a renvoyé à ce que j'étais. J'étais vraiment très en colère. Et donc j'avais écrit des choses, le soir même j'écrivais, des choses qui étaient dures, mais je me suis dit, je ne fonctionne pas comme ça en fait. Je ne sais pas me plaindre ou raconter des trucs comme ça. J'ai toujours pensé qu'avec l'humour, on faisait passer plus de choses. Et ben, comme tout à l'heure, l'inversion. Et donc j'ai commencé à écrire, à répondre à ma fille. Elle me disait, mais je crois qu'il y avait une des questions, c'est est-ce qu'on peut tomber facilement amoureux? J'ai d'un fauteuil, on tombe de moins haut, donc voilà. Et c'était ça tout le long, c'est ce questionnement de cette petite fille avec son papa. Et au milieu, c'était ma vie. Et ma vie, j'ai voulu la raconter avec des anecdotes, comme je vous disais tout à l'heure, le médecin qui dit est-ce que votre femme est handicapée? C'est quand même fou, c'est un médecin, il pense que les handicapés, ça se reproduit entre eux, quoi. Et ça va comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'anecdotes. Et donc, j'ai mis toutes ces anecdotes dont j'avais commencé à les noter, plus les questions de ma fille. Et c'est Pascal Légitimus qui, un jour, me dit, lors d'un tournage, tu fais autre chose que vestiaire? Je dis, ouais, des fois, j'écris des trucs. Il me dit, ben, envoie-les-moi. Moi, je vais lire et je vais te dire ce qu'il en est. Il les lit et il m'appelle le soir même en me disant, putain, mais c'est génial, ça. Ouais, il a dit, c'est génial. Il a déjà beaucoup de goût. Non, et il me dit, mais vraiment, c'est chouette, ça pourrait faire un super livre. Et il me met en relation avec les éditions Michel Lafon, qui a une très très grosse maison d'édition à Paris, et qui lisent ça et qui, pareil, me disent, mais attends, c'est génial, on peut en faire un bouquin. Et ça a été très vite fait. C'est rare, je ne pense pas qu'un livre se fasse aussi vite. Je crois que on a été en contact en juillet, il est sorti en janvier, quoi. Donc la plus grosse partie, j'avais déjà commencé à bien écrire, quoi. Et vous les vendez aujourd'hui? Alors, ici ce soir? Oui. Non, alors, la particularité que j'ai, c'est que je suis édité par une maison d'édition, donc c'est elle qui gère, ou les librairies. Malheureusement, non, on m'a proposé de les amener aujourd'hui. Je ne vends pas mes livres, moi, directement. Il aurait fallu que je vienne avec une librairie, c'est elle qui gère. Moi, je fais que faire des dédicaces et faire des selfies. Mais il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle à compte d'éditeurs, c'est-à-dire qu'ils éditent eux-mêmes leurs livres et du coup viennent les vendre. Moi, je ne sais pas faire, je pense même pas que je puisse le faire d'ailleurs. Et non, je ne l'ai pas, mais vous pouvez le commander sur Internet, qui s'appelle Comme sur des roulettes, aux éditions Michel Lafon, 14,90 €. Que je vous conseille vivement, parce que moi-même, je le lis tous les soirs. Mais ce livre, le livre, ce que je fais... vous savez, souvent, on se demande l'utilité de ce qu'on fait. La futilité de ce qu'on fait. C'est beau, bon, on fait, c'est une vie, hein, mais quand même, moi, je m'interroge toujours sur l'importance. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Et j'ai rencontré une dame, il n'y a pas longtemps. Elle m'a pris dans les bras et elle m'a dit, grâce à vous, je suis debout. Ah bon? Moi-même, j'y arrive pas, je ne sais pas comment vous faites. Non, mais elle me dit, en fait, à travers la série, le livre, tout ce que vous dites, ça m'a permis de vous reconstruire. J'ai recommencé à croire, je ne suis plus sur un fauteuil roulant, je suis debout. Je me suis battu. Et en fait, en partant de là, je me suis dit, finalement, si j'ai fait la série que pour elle, bah, ça valait le coup. Ah, c'est beau, hein? Bon, c'est pas vrai. Alors, vous avez une autre question? Non, si c'est vrai. Si c'est vrai. Bon, elle n'était pas sur fauteuil, c'était pas une fille. Bon, c'est ma mère, ça va. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jean-Philippe. Enchanté, Adam Lely. Enchanté. Vous parlez beaucoup de visibilité. Oui. Donc vous faites beaucoup de choses pour les autres. Vous-même, comment est-ce que vous avez accepté votre handicap? Et quel a été le déclic qui a fait que vous pensiez aux autres? Alors j'ai envie de pleurer, mais je ne vais pas pleurer. Non, je suis très... Alors vous avez utilisé un mot très important, c'est accepter. Ma philosophie, moi, c'est que je n'ai pas accepté mon handicap. Je considère que c'est une injustice. Je ne l'ai pas accepté. Par contre, je l'ai assumé. Il est là, je fais avec. C'est tout. Et j'ai réalisé, alors, la deuxième question, c'est comment on avance malgré ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, peut-être quand j'ai commencé à sortir de ce giron, de ce qui était handicap, je commençais à aller vers d'autres copains qui étaient valides, et je me suis dit, mais pourquoi eux et pas moi? Ça a toujours été comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Je me suis toujours dit, pourquoi eux et pas moi? Et souvent, dans cette question, il y avait, mais parce que tu es handicapé. Puisque c'est ça, donc, j'ai décidé que le handicap n'interférerait plus dans ma vie. Malheureusement, il est là. Il y a des moments où c'est très compliqué, hein, de se lever le matin, voilà, des fois, c'est... Il faut
faut aller au charbon. Il faut vraiment se battre pour le faire. Mais je vous jure que de se dire que ce n'est pas lui qui gère votre vie ou qui gérera votre vie, ça aide énormément à aller au-delà. Et le déclic, évidemment, l'amour, il fait quand on rencontre quelqu'un et on a envie de se sublimer, évidemment. Et puis surtout les enfants qui ont... moi, ils ont... Ma fille aujourd'hui, mon fils a 21 ans, ma fille 18-19 ans, et ils ont bouleversé ma vie. Dans le sens noble du terme, ils m'ont vraiment appris à aller au-delà, encore plus que je le faisais. Parce que quand j'ai eu des enfants, et quand on est handicapé, la première question c'est « Merde, dans la cour de récré, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est difficile d'être un enfant. Alors, dans une cour de récré où c'est hyper violent, vous vous rendez compte, comment ils vont vivre ça? J'ai eu tellement de retours de gens qui me disaient, mais moi, de personnes handicapées, adultes qui me disent, mes enfants, ils veulent pas que je vienne, mes enfants ceci, mes enfants cela, ils sont embêtés, ou alors on se moque d'eux parce que leur papa est handicapé ou sur fauteuil roulant. Et j'ai essayé de chercher, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gérer ça? Et j'ai trouvé la solution, c'est être omniprésent. J'étais là à l'entrée, j'étais là à midi, j'étais là le soir, je m'occupais de la kermesse. D'ailleurs, je suis à l'origine de l'emplacement du barbecue pour les merguez. C'est pas rien, vous rigolez, mais c'était notre plus gros apport pendant les kermesses. 400 € un jour, notre record. Hein. On a vendu 400 € de merguez. Et en fait, j'étais partout. Et je vous jure que c'est vrai. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que tous les parents se posent les mêmes questions, en fait. Moi, c'est parce que j'étais handicapé, mais quand vous êtes devant l'entrée d'une école, c'est extraordinaire. Essayez un jour de le faire si vous avez des enfants en bas âge. Regardez les réactions des parents, entre ceux qui sont de côté, ceux qui viennent, ceux qui parlent. Et moi, j'étais celui qui parlait à tout le monde. J'arrivais, je serrais des mains, salut, Fonzi, tu vois, le mec. Eh bien, vous savez quoi? Un jour, une petite fille est allée voir la directrice. Parce qu'elle avait entendu qu'on cherchait des petits-enfants, parce qu'on voulait, c'est déjà dans l'inclusion, on voulait que les enfants préparent la kermesse avec nous. Et on avait mis en place, donc j'étais président de l'association des parents d'élèves quand même. 10 ans après, on m'appelle encore monsieur le président. Enfin, je vous dis ça comme ça, j'ai rien à dire. Et une petite fille va voir la directrice parce qu'elle voulait participer à la kermesse. Et elle va voir la directrice, elle lui dit, je voudrais parler à monsieur, mais comment il s'appelle ben oui, il est brun, il est, oh là là. Il s'habille super bien. Il est très drôle. Et en fait, la directrice m'a dit, je l'ai regardé, je l'ai laissé se dépêtrer. J'attendais qu'elle dise handicapé, elle ne l'a jamais dit. Petite fille n'a jamais dit le mot handicapé, vous parlez de moi. Donc, ça prouve bien que la présence, l'omniprésence, bon, c'est un peu compliqué. Hein. J'étais plus connu que comment il s'appelle, le platane qui est au milieu de la cour. C'est le platane ou Ada, c'est les deux. Mais vraiment, c'est là que j'ai compris. Enfin, je le savais déjà un peu beaucoup avant, mais ça m'a confirmé dans ce que je pensais. Ne pas laisser la politique de la chaise vide, ne pas laisser la place. La nature a horreur du vide. Hein, et elle vous remplace très très vite. Donc j'ai plutôt tendance à prendre une place, voire deux, voire trois. Donc c'est pas la politique de la chaise vide, c'est la politique du fauteuil vide. Moi, c'est le canapé vide. Je prends toute la place. Ouais. C'est ce que voilà. Donc pour répondre à votre question, ouais, mes enfants ont grandement contribué à me guider, à me montrer la voie en fait. Je vous en prie. Une dernière question. Vous avez à 2 reprises parlé de l'anecdote où vous allez chez votre médecin et il vous demande si votre femme est handicapée. Donc vous répondez avec un trait d'humour. D'ailleurs, vous faites passer aussi là quelques messages un peu en disant que bon, votre femme est dépensière. Oui, c'est sexiste. Oui, voilà, un peu. Ma question, c'était comment est-ce que, quand vous rentrez chez vous, vous parlez de cette anecdote? Comment, à froid, vous parlez de ce qui s'est passé à votre épouse? Est-ce que vous lui racontez? Alors, je ne parle pas à mon épouse parce que... Vous lui racontez pas? Je plaisante. Si, je lui ai raconté. Ça l'a beaucoup fait rire. Mais en fait, pour prendre un exemple sur ce que, par exemple, souvent on me dit, mais comment votre famille gère cette idée que vous fassiez vestiaire, que vous fassiez la télé, que vous écriviez un bouquin, et que vous, finalement, vous devenez médiatisé? Comment ils gèrent ça chez eux? C'est extraordinaire quand même, c'est du jour au lendemain. Et en fait, non. Ma famille m'a toujours vu comme ça. Elle m'a toujours vu prendre de la place, m'a toujours vu parler, rigoler, tout ça. Et du coup, quand c'est arrivé, alors pour ma dernière qui a 8 ans, pour elle, m'a découvert dans la série, mais mes enfants qui ont 19 et 21 ans, pour eux, ça a été un cheminement logique. Rien ne les a surpris. C'est pas du jour au lendemain que. Et du coup, ma femme m'a aussi épousé et rencontré, enfin aimé parce que j'avais aussi cette, à part mon physique, mais j'avais aussi ce sens et mon intelligence, ce sens de la dérision qui lui a beaucoup plu, qui fait qu'elle est encore là aujourd'hui. Alors que je ne la menace pas. Donc oui, je lui raconte en général et ça la fait... des fois, ça la fait rire, des fois, elle ne m'écoute pas, comme toutes les femmes d'ailleurs. Et
Par exemple, ma femme, à la maison, j'ai un fauteuil roulant. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. L'acceptation, pas l'acceptation, mais le fait d'assumer, c'est aussi assumer le fait qu'on vieillit avec un handicap et que, qu'on le veuille ou non, ça s'aggrave un petit peu quand même. Mais que pour les autres, quand on est valide, c'est aussi compliqué de vieillir. À part qu'on gagne en maturité. Cheveux gris, ça donne un certain truc quand même. Du coup, chez moi, pour préserver mes épaules, j'ai un fauteuil roulant. Donc je me déplace, j'ai la chance d'avoir un grand appartement, donc je peux me déplacer dedans. Ma femme, elle laisse toujours des trucs au milieu. Elle met la chaise à table. Je dis, mais je me mets où avec mon fauteuil? Ah pardon, j'avais oublié. Ça fait 20 ans qu'elle l'oublie. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Parce que même mes enfants, des fois ma fille elle me dit de faire un truc, je dis oui, alors attends, avant je vais prendre des béquilles, tu te rappelles qu'elles ne sont pas décoratives, c'est parce que vraiment je m'en sers pour marcher. Et puis voilà. Et puis ma petite fille de 8 ans, des fois, l'autre jour, elle me dit, il y a un petit garçon qui est venu la voir, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, elle m'a dit, t'as de la chance, toi, tous les enfants t'aiment. Et ma femme a dit la même chose, t'as de la chance, toutes les femmes t'aiment. Je dis non, c'est moi qui les aime. Une dernière question? Non? Merci beaucoup. Oui, moi j'avais une dernière question quand même. Mais elle peut être très longue. Mais vas-y, allez-y. Je t'ai tutoyé, ça y est, on devient un vrai duo. Ah, mais vous parlez à plusieurs reprises mère. Qu'est-ce qui se passe avec votre mère? Ah, alors c'est où je pleure maintenant? Où on transforme là? Évidemment, je ne sais pas si vous avez lu le livre de ma mère d'Albert Cohen, qui est très... c'est l'histoire de ce gars qui réussit et qui... vous allez me faire pleurer. Qui arrive en Suisse, qui est auteur et qui d'un coup, sa mère meurt et puis bon, il revoit tous ces moments un peu décalés avec sa maman. Moi, je suis parti, j'avais 6-7 ans quand j'ai quitté ma mère quand même, donc ça, j'ai gardé un lien un peu particulier avec elle. Et puis, pour ma mère, très vite, j'ai été un... Elle n'a pas connu ce que je vis là, mais pour elle, je le vis il y a 30 ans. J'ai toujours cru, pour elle, j'étais déjà une star, je passais à la télé, et voilà, elle me ramenait à des trucs qu'il n'y a qu'une mère qui peut faire. Je veux dire, vous lavez une béquille, il n'y a qu'une mère qui peut faire ça. J'arrive, maman, elles sont où mes béquilles? Elles sèchent. Comment ça, elles sèchent? Ah, je les ai lavées. Ah, d'accord. Il n'y a qu'une mère pour faire ça. J'ai fait le Toubkal, c'est 3800 mètres. C'est le plus haut sommet du Maroc, je ne sais pas si vous réalisez. Je l'ai fait avec mes béquilles. Et quand je promenais avec ma mère, elle me dit, attention, le trottoir, il est haut. Il y a ça. Mon frère, il dit, maman, mais tu sais, voilà, ma mère, c'était ça. Jusqu'au dernier moment, et puis je travaillais à la mairie, elle pensait que j'étais l'adjoint au maire. Et voilà, elle avait ce truc décalé qui m'a toujours bouleversé. Mon père était derrière, oh, elle a raison. Et je trouvais ça super. Et du coup, elle m'a amené, donc j'allais dire presque comme un trophée. Elle m'a amené, elle vengeait peut-être toutes ces années où c'était un peu ce truc de handicap. Elle m'a amené où on allait voir toute sa famille et tout. Et t'as vu, c'est mon fils. Non, oh. Et alors, elle faisait un truc très... Elle m'a amené faire le tour de la famille quand j'allais la voir en Algérie. Elle s'asseyait dans un coin et elle regardait ce qu'on me posait. Tu as vu? Les couverts ne sont pas neufs. Je dis alors, il n'était pas si content que ça de te recevoir. On ne reviendra plus chez lui. Ah, d'accord, voilà. T'as qu'à le regarder quand même qui c'est qui me donnait de la valeur et du coup, il prenait de la valeur à ses yeux. Mais oui, le rapport à la mère, évidemment. Je suis parti trop tôt. Et elle aussi, du coup. En tout cas, merci Ada. Merci pour ce temps d'échange. Sur une phrase que j'aime beaucoup, elle est de moi une fois de plus, mais je pense que vraiment elle résume tout ce qu'on s'est dit et ce qu'on fait. Alors, c'est pas parce qu'on en rit, tout ce qu'on fait là, c'est pas parce qu'on en rit que c'est pas grave. Mais c'est parce que c'est grave qu'il faut absolument en rire. J'adore cette phrase. Une belle chute. Merci de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Merci. Et bravo. On est un nouveau duo. On sera demain à Roubaix. Et on finit à Paris, à l'Olympia. Merci de m'avoir reçu. Merci, j'ai été très heureux d'avoir été là. Merci d'avoir été aussi nombreux aussi, parce que c'est toujours des sujets un peu... Des fois, font un peu peur. On se dit, je sais pas, je vais m'emmerder. Mais non, j'espère que vous avez passé un bon moment et revenez quand vous voulez. Et puis surtout, ne lâchez rien. Il faut continuer vraiment à faire ce que vous faites. Ça ne se voit pas toujours, mais il y a des gens, vous rendez des gens heureux. Le retour, on ne l'a pas forcément, mais des fois, il faut accepter l'idée de pouvoir rendre des gens heureux sans le savoir. C'est énorme ce que je viens de dire.